Nancy qu'il a créé. Et il crée aussi des imprimantes 3D. Il a beaucoup travaillé sur la RepRap. Et donc il a présenté une nouvelle imprimante qu'il a réalisée il y a 6 mois, même pas, à peu près 6 mois. Tu vas la faire fonctionner en direct? Là, ça va être dur. Hier, il y avait une petite démonstration. On pourrait éventuellement en refaire après, sans souci. Sinon, il faut venir au Fab Lab ce soir, peut-être. Ah oui, il tournera encore ce soir au Fab Lab. Ça prend on va dire 5 minutes à mettre en place. Mais après, ça peut se redéployer assez facilement. Donc, je te donne Donc, je te donne la parole pour... je vais chercher mes slides. Je m'excuse d'avance, j'ai préparé ça cette nuit, donc je vais improviser un petit peu, mais comme ça fera peut-être plus, moins lecture. Et sinon, comme vous avez vu, là je viens d'arriver avec juste mon sac à dos, ma machine. Et en gros, ça c'est ce qui me suffit pour déployer, pas tout un Fab Lab, mais une sorte de Fab Lab partiel. Finalement n'importe où quasiment, parce que là j'ai de quoi, on va dire, avec quelques vêtements, faire une semaine. Il suffit de prendre l'avion, on peut aller s'implanter n'importe où. Et donc, je vais vous parler essentiellement, en partie de la folle d'Aramp, mais je vais être obligé de faire une sorte de grosse parenthèse finalement sur qu'est-ce qui m'a amené à faire cette machine et comment j'en suis arrivé là aujourd'hui, et puis même dans les Fab Labs en général. Alors, je dirais aujourd'hui, le plan, ça sera ça. D'où je viens, où j'en suis aujourd'hui, et un peu où on va à l'avenir, dans mes projets, et puis après de trucs qui pourraient peut-être aussi intéresser d'autres personnes. Donc, en 3 mots, je me définirais comme une sorte de designer geek idéaliste. Parce qu'en fait, j'ai d'abord eu une formation en art appliqué et en design. Donc ça m'a donné des compétences, et puis surtout, ça m'a permis de développer un engagement. Parce que ce qui était génial dans ces études, c'est qu'on nous laissait, on nous forçait à développer notre approche et une sorte de position vis-à-vis de la société. Ensuite, geek, pour le côté, on va dire, toujours passionné pour apprendre des nouvelles choses et bidouilles. Et puis idéaliste parce que ce qui était pas mal aussi dans ces études, c'est qu'on nous laissait un peu rêver et proposer des choses pas forcément en adéquation avec le système général habituel. Donc pour une sorte de première prise de conscience, comme on nous laissait on va dire, faire nos propres armes, rapidement il y a le côté on fait des choses et donc il va falloir être responsable de ce qu'on fait. Donc là il y a, on va dire, un des mentors en design, c'est Panak, qui avait très bien expliqué que le design industriel en soi, c'est un outil qui est extrêmement puissant, puisqu'on va modifier l'environnement et les outils qui eux-mêmes vont nous remodifier après. Donc il faut, ça appelle, on va dire, les grandes responsabilités appellent une certaine forme de sagesse, si on veut. Donc en gros, do good. Après, vouloir améliorer le monde, c'est bien beau, mais comment on le fait et avec quoi? Donc là, c'était toujours la grande question. En école de design, on avait plein de projets, des fois c'était un peu farfelu, des fois c'était pas toujours réaliste, et du coup, au final, finalement, ça n'apportait pas grand-chose. Et là, il y a une autre personne, donc lui, il n'est pas encore moi, c'est Ezio Manzini. Il travaille beaucoup sur tout ce qui est innovation sociale et design social. Et là, une phrase que j'ai beaucoup aimée, c'était de dire que l'économie, le prochain paradigme, c'est pas une utopie, c'est quelque chose qui est déjà présent aujourd'hui. Simplement, il faut réussir à le détecter, à le reconnaître et faire ce qu'on peut pour le favoriser. Donc à ce moment-là, je ne connaissais pas du tout les Fab Labs, mais par la suite, ça m'est revenu pour ça. Et notamment ce fameux Small Connected Local Open. De dire qu'on peut aujourd'hui faire les choses de manière beaucoup plus, on va dire, cohérente par rapport aux valeurs que les gens sont en train de développer à nouveau de partage, de réseau. On peut refaire en quelque sorte des petits villages, mais sans avoir l'autarcie ou on va dire la forme d'isolement qu'il y avait avant. Et donc pour le maintenant, en gros, je voulais améliorer le monde. Finalement, maintenant, le moyen de le faire, c'est à travers les Fab Labs et tout ce qui va être, on va dire, méta-design, dans le sens où je ne vais plus faire un objet. Je vais aider les gens à mettre en place des systèmes qui vont leur permettre de créer leurs propres solutions. Donc Jean-Luc Frachin en parlait notamment hier. Et du coup, on pourrait appeler ça une sorte de méta-design, dans le sens où on ne va pas créer l'objet pour quelqu'un, mais l'aider à le réaliser.
Et tout ceci, après, il faut trouver comment le faire. Et là, moi, ça a commencé en 2009, en fait. C'est pas si longtemps que ça. C'était l'été 2009, j'ai commencé à découvrir en fait ce que c'était le projet RepRap. Et là, je me suis dit, mais c'est juste génial. Tout de suite, pouvoir avoir la possibilité de fabriquer soi-même des choses, je me suis dit, il faut absolument que je m'en construise une. Alors, j'ai mis à peu près 1 an à me documenter pour être sûr d'avoir bien toutes les connaissances pour fabriquer une RepRap. Et c'est ce que j'ai fait. L'été d'après, j'avais eu le temps de mettre un peu de sous de côté, et du coup, je vais construire une première machine. Et celle-ci, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait parce qu'elle m'a ouvert énormément de portes. Et finalement, c'est ça qui m'amène même aujourd'hui ici. Donc, en commençant à l'époque par une ancienne version, les Mentel, c'était aussi l'occasion de, on va dire, commencer à faire évoluer même la pratique du design, dans le sens où ça ne vient pas naturellement, comme on est formé, on va dire, à tout ce qui est protection intellectuelle, les brevets, etc. Mais petit à petit, on va se mettre à ouvrir une partie, à faire un projet qui... celui-là, au début ça fait peur, puis après on le met sur internet. On se rend compte que non, ça marche, les gens ne vont pas vous déposséder de ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va monter tout à coup une boîte et vous dire ah c'est dommage, je ne vais plus peut-être vivre de ça. Alors on commence par un petit truc, puis après petit à petit, maintenant aujourd'hui tous les projets je les fais en GPL ou en Creative Commons et je les mets sur Thingiverse ou sur GitHub. Et ça notamment, ça m'a permis de rencontrer des gens formidables. Alors sur Nancy, on a comme ça découvert qu'on était de nombreux bidouilleurs. Donc il nous a présenté hier le Makerspace Nancy Bidouille. Et c'est là où finalement on se rendait compte qu'il y avait plein de gens et il nous manquait juste le lieu où se retrouver et pour faire converger comme ça un peu nos passions. Alors c'est un lieu génial, on n'a pas beaucoup de machines, mais il y a beaucoup de gens super motivés. Et là par exemple pour l'anecdote, en fait il faisait 8 degrés parce qu'on n'a pas d'isolation, mais les gens ils revenaient quand même tous les mercredis. Avec des projets plus ou moins compliqués. Alors, ça peut être une mini graveuse laser ou des trucs très simples, ou encore plus compliqués avec des robots. On a un de nos membres qui fait des robots assez balèzes. Et surtout, un truc, on n'a peut-être pas beaucoup de machines, mais on aime beaucoup faire, diffuser et faire découvrir un peu tout ça aux gens. Et là, notamment en 2011, on avait participé à Parking Day, où en gros, on a mis le Fab Lab dans la rue. Et là, il n'y a plus le côté venez dans notre petite grotte secrète. C'était on allait chercher les gens dans la rue et on leur montrait que ça existait. Parce qu'il y en a qui n'avaient jamais entendu parler de ça, et tout à coup, c'était juste beaucoup plus riche et de pouvoir faire découvrir ça à vraiment monsieur tout le monde, qui passait là comme ça, en face du bar, à côté des lits. Ou de la même manière, pas mal de workshops qu'on a pu organiser, et notamment pas mal avec des enfants aussi. Donc là, faut aussi les éduquer jeunes pour après leur dire faites des choses, c'est cool. Tandis qu'en parallèle, au début on avait essayé de faire ça avec l'école où je travaille actuellement. Il y a un autre Fab Lab qu'on a monté, mais là du coup ça va être plus un pendant, on va dire ça va pas être ouvert au public, autant que l'autre Fab Lab, mais par contre il y a un peu plus de machines. Et les élèves, ils l'utilisent plus comme un atelier, mais néanmoins c'est une position qui est extrêmement intéressante dans un côté justement diffusion au sein de l'école. Parce que du coup on a toutes les promos d'élèves qui vont passer par le Fab Lab. Donc c'est l'occasion de commencer à leur faire prendre conscience qu'il y a aussi d'autres modèles qui existent. Autant pour lancer des projets sur Internet que les financer, que fabriquer des choses, de travailler en collaboration, etc. Donc ça, justement je ne vais pas vous détailler, mais une fois qu'on a accès à un Fab Lab, les gens se mettent à fabriquer tout un tas de choses. Donc surtout à la découpe laser, parce que c'est la plus facile à utiliser, mais aussi en impression 3D. Donc là, c'est un peu sur la page Facebook, on a l'ensemble de tout ce qui s'est fait dans le Fab Lab chaque mois. Et enfin, j'en arrive à finalement un aspect qui est assez important dans tout ça. Quand on veut apprendre, tout seul c'est possible grâce à Internet, mais c'est quand même beaucoup plus fun et beaucoup plus rapide quand on le fait dans le cadre de workshops. Et c'est l'occasion aussi du coup d'aller rendre visite à d'autres lieux, d'autres femmes. Dans mon cas, ça a commencé grâce à Ping, une association à Nantes, où on avait organisé eux avaient organisé un workshop là-bas pour apprendre à construire les 4 machines de base d'un Fab Lab. Et notamment une RepRap. Et surtout, en France, je pense que c'était un événement fondateur du réseau des Fab Labs français. Parce que c'était une des premières fois en fait que tous ceux qui étaient motivés par ouvrir des Fab Labs en France se réunissaient. Donc là, c'était du coup en 2011, en mars 2011. Puis du coup, par la suite, après avoir participé à un workshop, j'ai pu en organiser à mon tour d'autres.
Donc là, c'était avec l'école dans laquelle je travaille, on a un programme européen en partenariat avec les universités du Maghreb. En gros, l'idée, c'est de promouvoir l'enseignement supérieur et tout ce qui est innovation. Du coup, ils ouvrent des formations à l'innovation. Et il y a toujours la question, pour innover, c'est bien de pouvoir matérialiser des idées, donc d'avoir accès à un Fab Lab. Mais là, ils étaient bloqués par le coût en fait, des machines. Parce que forcément, les budgets, c'était pas toujours évident. Et c'est là où, en fait, la REPRAD que j'avais montrée au tout début m'a ouvert pas mal de portes. C'est que moi, je suis arrivé en deuxième année de master à Nancy en disant je veux travailler sur les Fab Labs. Eux, ils ne savaient pas ce que c'était. Je leur ai ramené la machine, posée sur le bureau. Je leur ai fait une démo, je leur ai dit je fais la même chose que votre machine professionnelle, mais 10 fois moins cher. Là, ils m'ont pris en stage. Et du coup, maintenant, ils m'ont gardé aussi pour m'occuper du Fab Lab. Et par la suite, du coup, on a pu apprendre à d'autres élèves, notamment des universités du Maghreb, à fabriquer d'autres REPRAD pour qu'ils puissent repartir avec on va dire, la connaissance, puis remonter d'autres machines après chez eux et commencer à diffuser ça au maximum. Également, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais eu la chance d'aller à InnovAfrica, au Burkina Faso. Et là, on avait construit cette fois des mini-fraiseuses et essayer comme ça de lancer un peu le mouvement partout de plus en plus. Ou encore récemment, cette fois c'était les élèves qui étaient venus à Nancy. Et pareil, on les avait formés à l'utilisation des machines avant qu'ils puissent repartir, bon, pas avec les machines parce que c'est compliqué avec les douanes, mais au moins ils ont toute la connaissance pour après recommencer chez eux à nouveau. Seulement, le problème, quand on participe à tout ce genre d'événements, des conférences comme ça, transporter une REPRAD, c'est lourd, c'est pas pratique et c'est encombrant. Alors, je me suis dit, j'avais commencé déjà un peu à pas mal bidouiller ma première REPRAD. Je vais peut-être monter un cran dessus et carrément refaire la machine. Du coup, parce que fois c'était énorme, parce que j'avais la liberté de vraiment la concevoir comme je voulais. Et c'est toujours un peu l'adage, bon, si vous n'êtes pas satisfait, le changement, faites-le vous-même, quoi. Et notamment un truc qui m'a pas mal aidé, petite parenthèse avant d'arriver sur la Fab, j'ai eu l'occasion de réaliser aussi un arbre généalogique en fait, de l'ensemble des REPRAD qui ont été imaginés. Donc là, ça commence toujours en 2006 avec le projet de l'équipe de recherche anglaise de Adrian Boyer, donc avec le premier prototype qui s'appelait Army. Ensuite, il y a eu la première génération d'Army. Et à partir de la Size Mandel, la deuxième génération, il y a eu une explosion énorme dans la taille de la communauté. Simplement, en fait, ils sont passés d'une logique de... on va dire que c'était juste l'équipe qui proposait un truc assez bien fini, à on va se mettre à faire des machines conçues pour être fabriquées avec des matériaux faciles à trouver. Tout à coup, il y a plein de gens qui ont pu refaire des REPRAD et surtout faire leur propre version en bidouillant pour l'adapter avec les matériaux locaux, etc. Et aujourd'hui, en fait, là, c'est même une ancienne version, parce qu'il faudrait peut-être 4 ou 5 fois l'écran pour faire tenir l'ensemble des versions des machines différentes qui existent. Il y a peut-être 300 REPRAD. Du coup, dans le tas, il y en aura peut-être une qui vous convient. Bon, malheureusement, ce n'était pas le cas, donc j'en ai rajouté encore une, avec la folle d'arbre. Donc celle-ci, sa grande particularité, c'est d'être pliante. Comme ça, on la transporte facilement, et ça permet d'aller autant chez son voisin qu'au hackerspace local ou dans toutes les conférences. Maintenant, ça devient beaucoup plus facile. Donc voilà, une machine sur une base de profil aluminium. Ça, c'est un élément, quand on voit la diffusion des idées au sein de la communauté REPRAD, qui est intéressant à analyser. Tout se résume finalement à une question de connaissance, et notamment des fournisseurs. C'est un truc qui n'est pas toujours partagé, parce que les gens ont peut-être peur qu'après il y a une sorte de raréfaction de la ressource après. Mais les premières REPRAD étaient fabriquées uniquement avec des tiges ficelées. Donc ça, vous le trouvez partout. Mais ça a aussi des inconvénients dans le sens où ça a peut-être bougé, se déréguler. Avec le profil aluminium qui est plus adapté, on a mis beaucoup de temps à y venir simplement parce qu'on ne connaissait pas de fournisseurs bon marché. Ça coûtait super cher. Là, les profilés, je les achète, je crois, en Allemagne ou en Angleterre, à 3 € le mètre. Donc c'est juste le petit surcoût et complètement, intégral. Intéressant. Et surtout après, je peux la mettre dans une valise et la transporter n'importe où. Autant, j'ai pas encore pris l'avion avec, donc je sais pas qu'est-ce qu'il dirait au niveau passage de sécurité, mais bon, je pense que c'est déjà possible. Et après, c'est aussi amusant de voir, là j'ai pas rajouté les photos, mais il y a de nombreuses autres personnes qui ont développé d'autres projets comme ça de machines compactes. Alors il y avait notamment, je ne sais plus, un enseignant américain qui avait mis une CNC dans une grosse salle et qui faisait le tour de l'Europe et les Balkans avec. Et comme ça, on voit qu'il y a une sorte de désir de nomadisme dans le Fab Lab, où
où une fois qu'on a pris goût à cette, comment dire, ce genre de fabrication, on n'a plus envie on a envie de l'emporter avec soi partout. C'est plus de la fabrication additive, c'est de la fabrication addictive. Et du coup, pour pouvoir s'installer et faire découvrir ça, comme on a vu dans la rue, ben là, on va pouvoir s'installer dans un café, n'importe où, pour essayer de toujours faire découvrir ça à un maximum de gens. Après, j'ai commencé par faire cette machine parce que j'en avais besoin pour me déplacer. Après, tant qu'à faire, comme j'avais cette aspiration un peu idéaliste, c'était aussi un super cas pratique pour moi, pour appliquer concrètement toutes ces leçons d'open source, tous ces trucs dont j'avais entendu parler, de le synthétiser dans ce projet-là. Donc une des premières règles que j'avais retenues, notamment du logiciel, mais que j'avais essayé d'appliquer là, c'est le release early, release often. Donc quand on fait un projet, là, dès le premier croquis, j'en avais parlé déjà autour de moi au FADLab. Alors au début on avait pris un peu pour un fou en disant une RepRap pliante, ça ne marchera jamais. Puis après j'ai commencé à mettre ça sur le wiki, puis bon, peu importe ce que les gens disaient, j'ai commencé à le développer. Avec beaucoup de photos, parce que du coup c'est facile de documenter si on prend plein de photos et ça permettra de revenir par la suite sur ce qu'on a fait, parce que des fois on oublie un peu finalement pourquoi on a fait ça comme ça. Alors c'est là où la documentation est extrêmement importante, autant pour expliquer à d'autres par la suite comment ça a été créé, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va proposer une solution mais qui a déjà été tenté, alors il faut pouvoir lui dire non ça marche pas très bien, que après pour pouvoir simplement même diffuser le projet. Puis c'est facile de faire des photos tout au long, c'est comme si il fallait simplement garder à l'esprit, à la fin de la journée, si vous deviez montrer ce que vous avez fait, ou à la fin de chaque étape, aux autres sur Internet, le plus simple c'est de prendre des photos. Du coup, non seulement on a le résultat qui est ouvert, parce qu'on peut partager les fichiers, mais il y a aussi tout le processus qui, par conséquent, devient ouvert à participation. Bon, dans celle-ci, j'ai pas eu beaucoup de retours, mais pour l'autre projet où j'avais bidouillé la Mandel, il y avait pas mal de gens qui étaient, comme si la porte était ouverte, qui sont rentrés, qui ont fait des suggestions d'amélioration, de modification. Et ça, en soi, c'est aussi extrêmement puissant. Dans les possibilités que ça ouvre, après, peut-être que ça fera des forks, des modifications, que ça sera d'autres versions. Je repense à ça par rapport à hier, quand Jean-Loup Fréchelin parlait du fait dans l'open design, il y avait quand même, au final, la vision du designer qui était restreinte ou figée dans ce que lui voulait faire. C'était pas ouvert à modification. Alors, je comprends parfaitement, mais aussi le côté, une décision, ça peut aussi se prendre à plusieurs. Ça peut aussi être une sorte de consensus dans la communauté, où on va trouver finalement le meilleur compromis, ou un choix auquel on n'avait peut-être pas pensé si on était resté sur cette machine. Après, c'est vrai que pour cette machine, j'ai quand même un objectif où après je m'y tenais, peu importe ce que d'autres disent. Et donc pour les outils, wiki, forum, blog, GitHub. On n'est pas toujours à l'aise avec tous les outils. Certains sont allergiques au wiki. Bon, moi j'aime bien, donc je le fais tout sur le wiki. Mais après, on pourra toujours trouver un outil adapté à ce qu'on va faire. La liste de matériel, ça c'est un point, malheureusement, qui a été, je pense, pas mal sous-estimé dans tous les projets de RepRap qu'on a pu voir jusqu'à présent. Parce que la première que j'ai construite, la Mandel, elle avait ça. Il y avait la documentation et aussi une spreadsheet sur OpenOffice où vous aviez tout le matériel et où l'acheter. Alors que maintenant, il y a pas mal de projets, la documentation, ça se limite à comment assembler le kit que vous avez acheté chez telle personne. Mais du coup, si jamais vous voulez le refaire vous-même, c'est juste dommage parce que ça va être super compliqué. Donc là, du coup, comme je vous expliquais, je l'ai fait tel que moi j'aurais voulu que ça soit. Du coup, là, vous retrouvez sur l'outil, sur l'outil, mais aussi à télécharger comme ça, la liste de toutes les pièces. Alors ça évolue un petit peu de temps en temps. Et les prix, les fournisseurs vont trouver vraiment chaque composant. Parce que des fois, il y a une petite pièce, genre le plateau chauffant, il y a un module Peltier pour ça chauffe d'un côté, ça fait du froid de l'autre. Moi je l'ai acheté sur eBay, mais je mets aussi le lien, parce que ça c'est pas évident à trouver. Donc la documentation qui est vraiment la clé, je pense, de la diffusion d'un projet en open source. C'est ça qui va pas mal influencer, je pense, son adoption au sein de la communauté et sa diffusion par la suite. Du coup, tant qu'à faire, au niveau de l'assemblage, essayer de faire un mode d'emploi qui se rapproche quasiment d'un mode d'emploi de Lego ou de meubles Ikea. D'avoir uniquement, quasiment que du visuel, parce que du coup il n'y a plus de texte à traduire, ou du moins très peu. Et surtout, ça devient même l'occasion, grâce à... normalement, il y a un GIF animé qui vous montre la rotation de la charnière. Du coup, on peut aussi intégrer des trucs un peu plus sympas que dans simplement un mode d'emploi papier.
Après, c'était aussi l'occasion de tester un peu, au-delà, on va dire, de l'aspect open source de la machine, et finalement, comment on va pas l'exploiter, mais comment on fait pour après en faire d'autres. Aujourd'hui, la réponse, ça peut paraître un peu évident, c'est crowdfunding. En fait, dans mon cas, je voulais simplement fabriquer d'autres machines pour continuer de la développer. Et comme ça m'avait coûté à peu près 600 € pour faire une foile d'arabe, je m'étais dit, dans le coup là, sur les 600 €, il y a peut-être 200 €, c'est juste des frais de port. Alors si j'en faisais une dizaine, ça permettrait de diviser par 10 les frais de port, donc ça serait plus intéressant. Alors j'ai proposé à des gens, je pars sur 10 machines, qui sait qu'en prend une dans le lot, parce que je ne vais pas les garder après, j'ai pas d'intérêt. Et je me suis retrouvé finalement à devoir même en faire plus que prévu. La courbe était même limite effrayante à la fin. Donc le plateau qu'on voit au milieu, c'est les 10 machines. Donc là j'ai arrêté d'en parler parce que j'avais atteint le financement. Mais par la suite, ça a été repris sur d'autres sites internet comme Wired ou Core77. Et du coup, il y a encore d'autres personnes qui étaient intéressées qui disaient ouais, moi je voudrais une machine comme ça. Et à la fin, je leur ai même dit c'est très gentil à vous, mais je vais mettre la limite à 30 machines et pas plus. Parce que si jamais, c'est encore on va dire un prototype, si jamais ça ne marche pas, je préfère que ça ne marche pas sur 30 machines que sur 100 machines, et après il faut continuer de dépanner tout ça. Après, on fera une deuxième série une fois qu'on aura la validation des projets. D'un point de vue du bidouilleur qui avait fait juste un proto, là ça devient super, on va dire, euphorique, dans le sens où tout à coup vous vous retrouvez avec l'argent et le matériel nécessaire pour faire plein de choses. Finalement, je sais pas, quand on parle des fois pour les entreprises, l'entrée en capital, la bourse, etc. Ça fait un peu le même effet, mais en plus contrôlé au moins. Et du coup, tout à coup, j'ai pu jeter des profilés par centaines. Alors c'était plus économique, et puis ça avait le côté un peu... imaginez qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tout ça, avec toutes les machines. Et puis, pour l'avenir, elles ont commencé à se répliquer, ces petites machines. Même si c'est encore en bêta, je connais plusieurs personnes qui ont commencé à imprimer les pièces, alors aux États-Unis, en France notamment, à en faire d'autres. Alors là, je vais essayer de les soutenir grâce justement à la documentation que je fais. Puis après, c'est un projet comme le projet RepRap à l'origine, qui va évoluer tout seul, on va dire indépendamment de moi. J'ai pas besoin de garder le contrôle sur ça. Parce que justement, ce que je voudrais éviter, c'est ça. Là, pour faire 30 machines, je peux encore le faire avec juste 2 machines à côté de mon bureau. Enfin, j'en ai 3-4. Mais un truc que je voudrais éviter, c'est là, c'est Lulzbot, une entreprise américaine qui fonde des kits de RepRap. Là, c'est, on va dire, même de la production en série, mais avec des RepRap. Et du coup, ils ont comme ça un hangar où ils ont des dizaines et des dizaines de machines qui tournent en permanence. Là, je me dis, bon, moi, je voudrais pas faire ça dans ma chambre parce que j'ai pas la place et j'ai pas la motivation de faire ça. Je suis plus, on va dire, inventeur que producteur. S'il y a des gens qui veulent faire des feuilles de rap en série, je serais heureux de travailler avec eux. Mais là, je voulais éviter ça. Donc là, la solution, encore une fois, on va tester. Il y a d'autres modèles qui peuvent se mettre en place. Il y a d'autres choses qu'on peut proposer. Et notamment, tout ce qui est peer-to-peer production, distributed manufacturing. Où en fait, ce que je vais faire, ce que j'ai proposé là, il y a pas longtemps, tous ceux qui ont une RepRap qui est suffisamment réglée pour faire une pièce qui s'en fiche sur le profil en lui, je leur achète toutes les pièces qu'ils peuvent faire. Du coup, au lieu de mettre en place, on va dire, une usine de production, simplement, je vais refaire appel à la communauté, qui, comme elle-même vend des pièces des kits de RepRap, là, je vais carrément lui dire, il y a une demande pour ce kit-là, donc vous êtes sûr de vendre des kits de RepRap. Donc notamment, ça permet aussi pour éviter de la grosse usine de monter en échelle tout en restant agile. Puis surtout, j'ai tellement bénéficié de tous ces projets open source que j'ai toujours envie de pouvoir redonner à la communauté une partie de ce qui m'a bénéficié. Donc là, cette fois, ça sera même une sorte de distribution du profit sur l'ensemble de la communauté. Ou comme c'est pour le côté où en fait on va construire sur du bien commun, ce qui fait qu'on va se distinguer moins par le contrôle de l'accès à une connaissance ou à des fournisseurs que par la vraie valeur que vous allez ajouter sur un projet ou la chose qu'il y a véritablement que vous qui peut l'apporter. Et le reste, c'est diffuser au maximum pour que ça se construise et finalement tout le monde va comme ça augmenter la taille de ce pool de connaissances qui peut profiter à tout le monde. Puis pour la suite, petite annonce à suspense, on va dire. Celle-ci, là, elle fait à peu près 3-4 kg. Mais je vous dis, attendez de voir la deuxième version, où là, en fait, il n'y aura même plus besoin de la déplier. Le mécanisme
de mouvement en Z de la tête qui permet de faire les couches les unes sur les autres, en fait, ça sera intégré comme un mécanisme de déploiement. Donc en gros, vous aurez vraiment la valise que vous ouvrez, et la machine, elle prendra la place de l'objet que vous imprimez au cube. Donc vous n'aurez même plus à réfléchir à la déplier, ça sera dans le fonctionnement de la machine. Après, pourquoi pas faire aussi un laser gonflable, ou un laser pliant. Un truc toujours dans cette idée où le Fab Lab, bon là, il y a des structures implantées, mais des fois, on aimerait bien pouvoir le déplacer temporairement, ou alors utiliser une sorte de Fab Lab mobile pour aller créer les machines d'un autre Fab Lab quasiment n'importe où. Donc là, je pense qu'il y a moyen. Comme on avait dit que faire une prépa pliante, il y avait des essais, mais personne n'avait vraiment réussi. Je pense qu'il y a des idées à utiliser pour faire une structure d'un laser qui pourrait être assemblée, désassemblée facilement, et tout tiendrait dans une sorte de gros tube, comme on range des plans pour des architectes. En gros, le tube néon, le tube laser, ça serait l'unité de départ, et puis tout se replierait autour en un truc pratique. Puis après, pourquoi pas du coup faire tout ça, faire en sorte que ça tienne dans 2 valises de 23 kg. La limite, ça c'était pour Air France, en fait, les bagages c'est 23 kg max. Donc en gros, il faut tenir votre Fab Lab dans 2 valises, et vous pouvez l'emmener n'importe où. Dans les petites améliorations aussi, pour même déjà celle-ci, j'ai gardé la tête en fait d'une autre machine qui marche très bien, parce que là je ne l'ai pas réinventé, ce qui fonctionne très bien. Mais j'ai changé en fait la manière dont c'est fixé au chariot, qui laisse un petit peu plus de place, et qui pourrait permettre de mettre 2-3 têtes dans le même espace de 4 cm. Donc ça c'est pour but à moyen terme. Puis après, notamment quand on pense en diffusion du Fab Lab, enfin du réseau des Fab Labs, des makerspaces, des lieux comme ça, quelque chose que je représente souvent via l'école à tous les industriels, tout ça. Eux, ils voient beaucoup l'intérêt, comme on pensait hier, c'est quoi la vraie valeur du Fab Lab, comment vous le vendez vraiment. C'est redonner intérêt à la science et aux technologies aux jeunes, qui sont peut-être facilement désintéressés, mais quand on va leur montrer qu'on peut faire des trucs, tout à coup, ils vont avoir la petite étincelle dans leurs yeux. Et du coup, tout ce côté du rapport Factory Atom, où c'était première recommandation, créer un Fab Lab dans chaque école, je pense que ça va pas mal évoluer dans les années à venir, et c'est possible que, notamment en fait en région Lorraine, via l'école, on est en contact avec les pôles de compétitivité, plein de réseaux qui ont beaucoup de moyens, et c'est comme s'il leur manquait juste un projet. Tout à coup, on leur dit, faites des Fab Labs, et eux, ils font, ouais, on va les faire. Et du coup, c'est possible que dans les années à venir, on se retrouve avec une centaine de Fab Labs juste en région Lorraine. Alors imagine après, comme ça, si ça monte en nombre. Et puis, pour la vision plus à long terme, parce que moi, je suis plutôt un idéaliste, comme je disais, c'est un peu le côté résilience. Tout ce réseau de production distribué, non seulement c'est pour le faire localement, proche de chez soi, etc., mais c'est aussi de se dire, ça va peut-être être une nécessité d'avoir accès à une mini-usine de production pour pouvoir fabriquer les choses dont on a besoin ou les adapter de manière assez quotidienne. Et là, pour l'avenir, ça sera peut-être carrément open source écologie, où j'essaie de postuler au poste de prototype designer, mais je ne sais pas si j'irai. Parce que sinon, c'est quand même un sacré projet, ça aussi. Non seulement, vous avez, on va dire, en soi, ils ont intégré le Fab Lab dans leur set de machines, mais ils font aussi des tracteurs open source, des machines pour compresser des briques, toujours tout en open source. Et normalement, tout ce qui permettrait de subvenir à un confort moderne, mais pour un coût 10 fois moindre qu'aujourd'hui. Donc en gros, demain, on pourrait soit rendre autonome, c'est pas autonomie, autarcie, parce que c'est toujours connecté, mais faire des choses de manière beaucoup plus légère. Merci. Des questions? Le wiki, c'est pas mal. Voilà.